Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour, émission thématique. Aujourd'hui, thématique sur l'une de nos passions, l'une de mes passions. L'automobile. Ouais, on va parler pendant une heure de l'automobile. Alors, démarrons avec Tesla. On démarrera avec Tesla parce que je me demande dans quelle mesure justement c'est un symbole de tout ce qui se passe. Et puis ensuite, on ira voir un petit peu ce qui se joue du côté de la production. On ira voir ce qui se joue en Chine, si on a le temps. Et alors on s'interrogera sur les banques parce que c'est passé un peu inaperçu, mais la Société Générale qui veut devenir le leader européen de la mobilité, à l'heure où on parle d'hybridation des modèles économiques, on est quand même en plein dedans. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc, une heure avec Catherine Leroy. Bonjour Catherine. Bonjour Stéphane. Rédactrice en chef du journal de l'auto et avec deux consultants. Éric Saint-Frison. Salut Éric. Bonjour Stéphane. Consultant donc aujourd'hui, ancien patron de Ford en France. C'était une époque qui ne nous rajeunit pas. Éric Champarneau. Salut Éric. Bonjour. Consultant toi aussi, président de Seaways. C'est ça, hein, c'est ça Éric. Bon. On démarre avec Tesla, ça vous va de démarrer avec Tesla et démarrer parce que c'était quand même, donc on va voir ça, je crois que c'était le 25 octobre, voilà. Donc Tesla, ce jour-là, ça a changé depuis, hein, mais ce jour-là est quand même un jour à marquer d'une pierre, je pense, dans l'histoire de l'industrie, peut-être même dans l'histoire de l'industrie tout court pour moi. Ce jour-là, donc Tesla était valorisé davantage que l'ensemble des autres constructeurs cotés. Je ne dis pas de bêtises, hein, je parle sous votre contrôle. Celui qui est en bleu, donc Tesla, fait, enfin on verra combien il en fait, 600, 650 000 voitures à la fin de l'année. Et les autres en auront fait, c'est que les cotés, 50 millions, 60 millions de voitures. 60 millions de voitures 60... contre maximum 1 million pour Tesla. Voilà. Oui, il ne fera pas le million, il fera 700 000 au max. 750. Voilà. 750, c'est ce qu'il a prévu, 750. 750 000. Voilà. Bon, Catherine, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont fous, c'est-à-dire c'est la folie financière et des gars qui ne comprennent rien et les mêmes qui achètent le bitcoin, ou alors il y a de la rationalité là-dedans? En partie, c'est un peu les deux, moi j'allais dire en fait, parce qu'il y a un peu de la folie et puis lié aussi au personnage d'Elon Musk qui est très fantasque, qui adore tweeter, qui adore faire réagir comme ça et puis aussi provoquer un petit peu toute la sphère industrielle automobile et économique en général. Et puis il y a aussi une vraie industrie derrière en fait. Ça, il n'y a pas photo. On a aussi longtemps dénigré un petit peu ce qu'il faisait parce qu'il avait promis 500 000 voitures, il les faisait pas, ils les avaient promis en 2015, en 2018, ils les avaient toujours pas fait, donc on rigolait un petit peu de cet état-là, et puis là on y arrive. En fait, il a prévu de faire 750 000 voitures cette année. Il a déjà fait 620 000, je crois. Et donc, en fait, c'est tout un modèle qui s'applique et qui se déroule là, aujourd'hui, avec des coopérations aussi avec des fournisseurs. On voit bien qu'ils souffrent moins, en fait, de la pénurie des semi-conducteurs que d'autres constructeurs. C'est une révolution industrielle. Absolument. Est-ce qu'on peut employer... Oui, voilà. Oui, bien sûr que c'est une révolution. Ce jour-là, je précise, donc, il annonce aussi ses résultats du troisième trimestre. Oui. Il annonce qu'il fait plus 20% de production, quand tous les autres constructeurs font moins 20% de production. Et peut-être, on a beaucoup parlé du contrat passé avec Hertz, mais peut-être que c'est ce chiffre qui a aussi amené cette espèce de sursaut de valorisation. Éric Saint-Frison. Moi, j'ai une lecture un tout petit peu différente de Tesla. J'aimerais être un peu critique quelques instants. D'abord parce qu'on est face à Elon Musk, qui est un extraordinaire joueur de bonneteau, peut-être le meilleur joueur de bonneteau que la Terre ait jamais porté. Il a une entreprise qui a gagné de l'argent une année depuis que la boîte a été créée. La ressource principale de son entreprise aujourd'hui, c'est la vente des droits CO2 à d'autres constructeurs aux États-Unis et en Europe. Donc si vous enlevez ça, il n'est plus rentable. Donc en termes d'exploitation automobile, Tesla ne gagne pas d'argent. Cette année, il en gagne. Cette année, il en gagne. Jusqu'à 2020, il n'en a pas gagné. C'est vrai. Pardon, jusqu'en 2020, il n'a pas gagné d'argent. Là, c'est 1,6 milliard et il n'y a pas les droits CO2 là-dedans. 1,6 milliard de bénéfices. Sur 3 mois, sur T3. Sur 2021, on est d'accord. Sur 2020, ça n'est pas le cas. Donc, en termes de rentabilité, on est sur une entreprise, puisque tu es sur une chaîne de marge. De business. 14% Comment tu fais de marge pour valoriser une entreprise 1,1 trillion de dollars alors qu'elle n'a jamais gagné d'argent jusqu'en 2021. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, et pourquoi c'est un joueur de bonneteau, c'est que
on est dans une démarche de développement produit qui est extraordinairement élitiste. La Terre compte 1,3 milliard, 1,4 milliard de voitures, avec 90% de ces voitures qui sont des voitures populaires ou accessibles, qui déplacent des familles. La proposition de produit de Tesla aujourd'hui n'est pas une proposition de produit qui répond aux besoins de la majorité, de la très très grande majorité des automobilistes. Mais comme il tient un discours extraordinairement ambitieux... Pas plus que Audi. Ah si, beaucoup plus qu'Audi. Bien plus que... Audi démarre avec des plus élitiste que Mercedes, pas plus élitiste que l'automobile allemande. Bien plus que ces gens-là. Les prix annoncés aujourd'hui pour une Tesla, sachant que la voiture n'a aucune valeur résiduelle possible à écrire, je le rappelle quand même. Donc ce sont des voitures, on parlera tout à l'heure de financement, ce sont des voitures pour lesquelles tu ne peux pas t'engager réellement sur une valeur à 4-5 ans parce que personne ne sait ce qu'elles vaudront. Donc on est bien sur une proposition qui est d'une extraordinaire fragilité. Et je reviendrai juste après, si tu me permets, sur un chiffre qui est fascinant. Si tu prends la valo de Tesla à la bourse, 1,1 trillion de dollars pour 600, 700, 800 000, 1 million de voitures, le million de voitures produites Tesla vaut 1,1 trillion de dollars. Volkswagen, Toyota, General Motors, Ford, qui tu veux, quand ils arrivent à 40 millions de dollars, le million de voitures de capitalisation boursière pour 1 million de voitures vendues, ils sont tout en haut de l'échelle. Toyota y compris. On a donc fondamentalement un problème d'équilibre entre la réalité économique et la valeur de Tesla. Éric Champarneau, l'autre. Autant on ne peut pas exclure qu'il y a un peu de frénésie boursière. Vous posez la question, est-ce que c'est une révolution industrielle ? Un peu de rétrospective. Le teslisme. Ouais. Et on se met 10 ans, 15 ans en arrière, 10 ans en arrière. Qui pouvait imaginer l'entrée sur le marché d'un nouveau constructeur ? Barrière à l'entrée technique, barrière à l'entrée économique, barrière à l'entrée marketing. Toutes ces barrières ont été franchies. On en est là aujourd'hui. La valorisation en bourse, c'est aussi la projection des profits futurs. Maintenant, prospective. Où on va vers l'électrique. Qu'on le veuille ou non, neutralité technologique ou non, les enjeux climatiques, la réglementation, on y va à fond. Ils sont placés, ils ont de l'avance en technologie, en images, en savoir-faire. Donc ils sont là, ils sont bien placés. La remarque d'Éric est très pertinente. Leurs offres sont très élitistes. Et quand on regarde bien dans la demande, on voit bien que la polarisation du marché est en train de s'accentuer. On a de plus en plus de véhicules qui sont des véhicules de société, qui ont des moyens d'acheter, de gérer dans la distance, de gérer les valeurs résiduelles futures. Et globalement, ce seront des belles voitures. Et puis le reste, effectivement, le milliard de parc qui est plutôt pour des gens qui ont un peu moins de moyens, ces gens-là, leur avenir automobile, il est un peu incertain. De l'abonnement, du leasing, de l'occasion, etc., etc. On va y aller là-dessus, donc absolument. Je pense, j'ai pas d'avis moi, honnêtement. Mais je pense que rien n'est joué et qu'ils ont de bonnes chances d'être le futur constructeur numéro 1. Quittons la valorisation boursière. Moi, je veux qu'on parle de la révolution industrielle. Moi, je voudrais quand même rajouter quelque chose, parce que ça me semble hyper important. En fait, Tesla, aujourd'hui, jusqu'à présent, personne n'y croyait vraiment, à part un petit peu en bourse, effectivement, comme ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, en fait, Tesla, c'est ça, avec des roues, en fait. Tu montres, pour ceux qui nous écoutent en podcast, tu montres un téléphone portable. Un iPhone on the wheel. Un iPhone on the wheel. C'est l'ancien patron de Ford qui avait parlé de ça, d'ailleurs. C'est ce que la bourse, en fait, ne croyait pas vis-à-vis des autres constructeurs qui avaient un modèle hyper lourd, hyper classique, hyper traditionnel. Et là, aujourd'hui, la voiture est rentrée dans une ère où, en fait, on vend des services. On ne vend plus des voitures. À la limite, peu importe, ça n'a pas d'importance. On vend les services et la valeur qui sera créée, c'est bien les services qui seront vendus à l'intérieur de cette voiture. Mais on vend quand même une voiture. Moi, je veux juste un mot quand même d'industrie. Parce que, est-ce que tu te souviens, printemps 2018 son usine, moi c'est Laurent Burel, le patron de Plasticomion, qui me l'avait dit, son usine est mal foutue en fait, la première. Oui, je l'ai visitée. Oui. Il s'en rend compte. Et en 3 semaines, il monte une ligne de production sous une tente. Tu te souviens de ce truc ? Oui, très bien. En 3 semaines, les gars qui prennent les pièces détachées dans les cartons. Et c'est là où effectivement tu te dis... Alors, c'est Michael Valentin, le consultant industriel, qui a dit « nouvelle ère ». Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Fordisme, Toyotisme et maintenant Teslisme, c'est-à-dire qu'on est full digital et on intègre tous les comportements d'agilité des startups au cœur d'une industrie qu'on pensait être industrie lourde, comme tu le disais, Éric. On célèbre une usine avant d'avoir eu l'autorisation de la construire. Ouais. On n'a toujours pas l'autorisation d'ailleurs. Alors, oui ou non, révolution industrielle ? Totalement. Alors, totalement, Stéphane. Totalement. Faut bien comprendre ce que je dis. Je parle pas je n'apporte pas de critique quelconque à ce qu'est Elon Musk.
j'apporte une critique complète à la valorisation irrationnelle de l'entreprise. Oublions la valo. Mais oui, Elon Musk, il a poussé avec une espèce de frénésie hallucinante un nouveau concept de mobilité basé sur ses produits, un nouveau concept de production industrielle. Quand j'ai visité l'usine dans la baie de San Francisco, à Fremont, qui était une ancienne usine Toyota ou General Motors, je me souviens plus, j'étais avec des distributeurs français, on était absolument abasourdis par le faible niveau de technologie qu'il y avait dans l'usine. La moitié de l'usine n'était pas automatisée. La moitié de la construction de la voiture se faisait à la mano, comme dans un atelier de bricoleur. Mais c'est comme ça qu'il a lancé la marque, sans jamais dire ce qu'il faisait. Donc en faisant croire qu'il avait un modèle industriel. Et en fait, il a inventé son modèle d'assemblage ou sa nouvelle proposition en cachant la vérité, en l'habillant plutôt, plus qu'autre chose. Et comme il l'a fait pour tout un tas de choses. Ou tu crois pas en la découvrant petit à petit? Si, sans doute. Parce que Burel me racontait qu'il était super demandeur à l'époque. Oui, il voulait rencontrer tous les constructeurs du monde et tous les ingénieurs du monde. Il est dans la découverte permanente et l'application de ce qu'il découvre. On est bien d'accord. Voilà, test and learn en permanence. Absolument. Bon, ça nous amène alors, comme tu l'as dit Eric, aux véhicules électriques. Je crois que l'industrie automobile est en train de vivre, a vécu, depuis le scandale Volkswagen sans doute d'ailleurs, le choc le plus considérable qu'aucun secteur n'ait connu en termes de, comment est-ce qu'on va appeler ça, décarbonation administrée, quasi militaire. Oui, réglementaire. Réglementaire, avec des amendes létales si vous n'êtes pas au rendez-vous. Et ils y arrivent. Moi, je trouve ça assez fascinant. Comment est-ce que vous regardez ce switch produit qui est en train de se faire? Donc, je ne dis pas de bêtises, mais 20% de véhicules électriques en Europe en septembre, c'est ça? Ou sur le troisième trimestre. Électrifié. Voilà. Électrifié. Avec les hybrides. Hybrides rechargeables et voitures électriques. Oui. Mais on trouve des zones avec des chiffres bien plus impressionnants que ça, y compris en France. Quand on est subventionné correctement, quand on est aidé fiscalement, on a des zones en France où on a plus de 20% des particuliers qui achètent des véhicules électriques. C'est le cas des Bouches-du-Rhône ou de la Drôme. Évidemment, la Norvège, qui a dépassé le 50% depuis un moment. Donc le marché décolle, a décollé. Il ne va peut-être pas toujours aller au même rythme. C'est absolument foudroyant. Quand vous discutiez avec des professionnels de l'automobile, même les plus convaincus, comme Carlos Ghosn, par exemple, il y a 5 ou 6 ans, ils imaginaient 10% max du marché. Utilisé par l'électrique. Il n'y a pas le choix, en fait. C'est l'industrie qui joue sa survie, en fait. On parle de révolution, mais c'est une survie, tout simplement. Vous l'avez dit, si les industriels, si les constructeurs ne vont pas vers cette électrification massive, ils sont morts. C'est fini. Je rappelle quand même qu'en 2035, la Commission a proposé qu'il n'y ait plus du tout de vente de véhicules thermiques en Europe. C'est terminé. Donc s'ils s'y mettent pas maintenant, ils ont 10 ans en fait. Et Catherine, 10 ans, le temps industriel est très long en fait dans l'automobile. 10 ans, c'est rien. Quand on a commencé à parler de ça, plus de moteurs à explosion en 2035, on accueillait ça avec un léger sourire. C'était bon, on a le temps, on verra bien, etc. En fait, on va y arriver. Mais oui. Et c'est possible même que ce soit avant, en fait. Je rappelle que c'est une proposition de la Commission et que la France va prendre la présidence de l'Union européenne à partir du 1er janvier et elle n'est pas certaine d'avoir l'Allemagne encore à ses côtés à ce moment-là. Je rappelle qu'il y a un nouveau gouvernement allemand qui arrive et la coalition qui est en train de se mettre en place se demande s'il ne faudrait pas avancer sa date à 2030. Donc la France risque de se trouver isolée au sein de l'Union européenne pour effectivement essayer de grappiller encore un petit peu de temps en fait pour aller vers cette transition et même en fait pour essayer d'inclure un peu les hybrides. Emmanuel Macron veut que les hybrides soient inclus dans le paquet climat de la Commission européenne, mais personne d'autre ne le veut. Donc on n'est pas certain de garder... Il y a un débat sur les hybrides parce qu'en gros l'idée c'est qu'on les recharge pas, quoi. C'est ça? En gros l'idée c'est ça, effectivement. Et donc ça consomme plus. Ils sont électriques quand ils sortent de la concession et sur les 100 premiers kilomètres et puis après c'est fini, quoi. Oui, mais je ne rejoins pas totalement le commentaire, Catherine. On se connaît bien. Donc vas-y. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué tous les deux. Je ne vois pas comment on peut décemment, alors que les infrastructures n'existent pas au moment où on se parle. Elles sont absolument marginales par rapport aux besoins. Aller expliquer à des consommateurs qu'ils ne pourront plus acheter une voiture qui ne sera que électrique dans 10 ou 15 ans. C'est juste impossible
Mais ils achèteront des voitures d'occasion, Eric. Alors, ils achèteront des voitures d'occasion dans lesquelles il faudra qu'ils mettent du carburant, de l'essence, du SP95, 98, gasoil, ce que vous voulez, que les pétroliers auront de moins en moins d'intérêt à développer et à distribuer, puisque leurs investissements vont se faire sur l'alimentation des voitures électriques. Et donc, on est dans une espèce de situation assez schizophrénique, dans laquelle je ne peux pas imaginer que malgré l'intention qui est louable, encore une fois, l'intention de décarbonation, elle est absolument louable, elle est nécessaire, elle est vitale. Mais est-ce que nous avons besoin d'aller jusqu'à l'interdiction du thermique pour arriver à cette décarbonation ? Ma réponse, et la réponse d'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui, c'est non. On peut arriver à la décarbonation via des technologies qui se complètent les unes les autres et qui permettent de maintenir un minimum de production de moteurs hybrides rechargeables, biocarburants, essence de synthèse, qui sont des moteurs thermiques. C'est une conviction que tout le monde ne partage pas, je vois Eric en face, mais pour ceux qui voyagent dans le monde, excusez-moi, allez voir dans d'autres continents ce qui se passe en termes de développement d'infrastructures, c'est zéro dans la plupart des pays dans lesquels je vais. Sans infrastructure, il n'y a pas d'électrique. Eric, il y a un siècle que l'industrie automobile donne le là, en fait. Il y a un siècle que l'industrie automobile invente les solutions qui s'imposent dans l'industrie. Moi, je trouve que, j'entends tout ce que tu dis, mais je trouve que à un moment où on peut avoir quand même de gros doutes sur notre capacité à freiner le réchauffement climatique, le message qu'envoie, alors contraint et forcé, et puis parce qu'ils ont déconné, il faut bien se le dire, mais le message qu'envoie l'industrie automobile est un message, je trouve, formidable, quoi. Enfin, moi qui me remplis d'optimisme, mais vraiment, c'est possible. Alors oui, il faut y aller avec le fouet, mais c'est possible. Et il y aura de la casse, etc. Il y aura de la casse. Et on va y revenir certainement. Sur le point des infrastructures... Rapproche-toi un peu du micro. Pardon. Sur le point des infrastructures, pour l'instant, le marché électrique arrive à se développer sans. On revoit dans les études que 90% des gens se rechargent à la maison. Ce sont des gens qui ont la chance d'habiter dans de l'individuel ou au boulot. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Il y a un besoin de réassurance de se brancher sur la voie publique. Mais c'est surtout pour les grandes transhumances estivales, les vacances, etc. Pour moi, c'est un détail. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on risque de se heurter la croissance à un plafond de verre. Sur un plafond de verre. Oui. Mais je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à accélérer l'implantation, le développement d'une infrastructure de recharge. Je dirais que presque le plus dur a été fait avec la bascule dont on parlait tout à l'heure. Donc maintenant, il suffit de continuer à y aller et tout ça a basculé par du stimuli. Contrairement à Eric, moi je pense qu'on bouge vraiment que quand on n'a pas le choix, quand on est au pied du mur. Donc ça a manqué de neutralité technologique, ça je suis bien d'accord. Et on n'a pas mesuré encore toutes les conséquences. On peut penser aux matériaux, au sourcing, au recyclage sur lequel il va y avoir de grosses problématiques. Mais s'il n'y avait pas eu le stimuli et cette réglementation martiale, on ne serait pas là. En fait, le débat, il est tel que tu le poses, Eric, il est aussi forcément dans le choix des technologies, parce que la technologie dont on parle, c'est celle de la batterie. Donc tu charges une voiture et puis tu la décharges en roulant, puis tu la recharges dans un lieu adapté, alors que l'avenir est sans doute, je le pense en tout cas, ailleurs, c'est-à-dire dans l'énergie électrique produite dans la voiture avec une pile à combustible, donc de l'hydrogène. Donc ça, c'est... Eric, les infrastructures pour l'hydrogène, faut les construire intégralement. Et les financer. Et tu disais quand même une minute. 1 million d'euros, je crois, une station hydrogène. Et puis le rendement énergétique, et puis la production d'hydrogène vert, c'est pas si simple. Alors, on se reverra pas dans 10 ans parce que Stéphane sera peut-être à la retraite, mais j'espère. Mais tu peux pas savoir combien je suis absolument certain que la composante hydrogène dans la mobilité de demain sera une part importante. Clairement. Ça sera une part pour le transport de marchandises. Alors, il se trouve que alors, il est toujours numéro 2 de Toyota d'ailleurs, Didier Leroy. Il a pris un peu de retrait. Il a pris un peu de retrait. Ouais. Il avait dit il y a 2 ans, il avait eu une déclaration très spectaculaire qui allait un peu dans le sens de ce que disait Eric, c'est-à-dire on nous oblige en fait à foncer dans l'électrique, on n'est pas du tout sûr que ce soit la bonne solution. Oui, mais il y a une question d'urgence qui t'a pas échappé. Tavares dit la même chose. Carlos Tavares disait exactement la même chose. Exactement la même chose. Mais il y a une notion d'urgence qui t'a pas échappé quand même. Ah oui, non, elle m'a pas échappé. Dans l'idée de décarboner. On est bien d'accord. Voilà. On peut décarboner avec des solutions, des combinaisons de solutions, et on n'est pas obligé d'aller forcément dans la batterie. Qu'est-ce que ça donne ? Tu voulais rajouter quelque chose ? Je voulais juste rajouter, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la Commission européenne ne dit pas il faut aller vers l'électrique. Elle dit je veux du zéro émission. Oui, mais et aujourd'hui, ça ne se fait qu'avec l'électrique. Voilà. Alors, en batterie, ou bien en rechargeable avec la pile à combustible. Mais aujourd'hui, c'est ça. Alors, il joue peut-être sur les mots, mais je suis d'accord avec toi sur le fond. Il n'y a pas de problème. Il y a plein de solutions qui existent. Mais aujourd'hui, pour répondre à ce zéro émission, il n'y a que l'électrique, en fait.
qu'est-ce que ça donne dans les concessions, les amis? C'est-à-dire les vendeurs de bagnoles, là. Le switch du marché depuis 2 ans est vertigineux. Qu'est-ce que ça donne? C'est très compliqué, en fait. C'est très, très compliqué. Et puis là, ça l'est encore plus parce qu'effectivement, il n'y a pas de voiture, en fait, à vendre. Hein. Les distributeurs, au-delà des vendeurs, la strate au-dessus, hein, les patrons de groupe qui font toutes les concessions sur le territoire français, sont dans une autre aussi problématique parce qu'effectivement, il y a une mutation technologique. Donc, il faut qu'ils apprennent à vendre de l'électrique, à rassurer le client. Est-ce qu'il faut vraiment que j'achète de l'électrique? Comment ça se recharge? Comment je l'essaye, etc. Donc c'est très compliqué, il faut beaucoup de conseils en fait pour le client particulier. Mais il y a une autre problématique aujourd'hui, c'est que les constructeurs, pour créer justement cette valeur, pour atteindre les 10% de marge opérationnelle que veulent absolument les constructeurs automobiles, ont décidé de bouleverser, de révolutionner également tout le système de distribution automobile en France. Donc on n'aura plus des distributeurs automobiles, mais on aura vraisemblablement de plus en plus des agents commerciaux et qui factureront soit à leur compte ou pour le compte du constructeur. C'est-à-dire que le constructeur met en même temps la mainmise complète sur son système de distribution. Mais comment ça va se matérialiser, ces agents commerciaux? Ils auront plus de stock, c'est ça l'idée? C'est plus la concession avec le stock, le garage Alors, il y aura du stock, mais le portage financier de ce stock qui coûte très très cher quand même aujourd'hui, il sera à la charge des constructeurs. C'est ce que veut faire Stellantis quand il a résilié l'ensemble de ses réseaux de distribution au printemps dernier. C'est ce que va faire Volkswagen. Le groupe Volkswagen l'année prochaine en fait va faire un contrat spécifique d'agent commercial pour toutes les concessions qui vont vendre des véhicules électriques et ils vont garder l'ancien contrat de distribution classique pour les véhicules thermiques, sachant que qu'est-ce que ça change? Quel est leur intérêt? Je comprends pas bien. L'intérêt, c'est qu'ils vont récupérer l'ensemble de la data client. Et ils vont se mettre directement en contact avec le client final. L'objectif, faut pas se leurrer quand même, c'est que dans 10 ans, ce soit le constructeur qui garde la mainmise complète sur le système de distribution. Et on va vers de la vente directe, en fait. Exactement. Parce qu'en fait, il y a aussi une évolution en creux ou en arrière-plan, c'est l'évolution de l'accès à l'automobile, qui va être de moins en moins en propriété exclusive, de plus en plus, d'abord en leasing. Ça représente la moitié du marché en France. Chez les particuliers, la moitié du marché, c'est de la LOA ou de la LLD. Et puis, à terme, ça pourrait, là aussi, il faut être prudent, se transformer en une forme d'abonnement à l'accès à l'automobile et à d'autres services de mobilité. Et l'enjeu, c'est d'être le chef d'orchestre au cœur de ce système qu'on appelle parfois Car as a Service ou Mobility as a Service. Il y a cet enjeu-là. Et puis, c'est passé assez inaperçu, je trouve, quand Volkswagen a annoncé, je dois vous dire, je ne sais pas si c'est un projet ou une idée, mais en tout cas, au moins un ballon sonde, de rester propriétaire du véhicule du début jusqu'à la fin. Ce qui permet de lisser ces problématiques de valeur résiduelle, de la gérer plus souplement, de pouvoir mettre des véhicules d'occasion électriques, là où ça pose des problèmes de résistance de cette valeur résiduelle. Donc en fait, il y a des révolutions en creux au-delà du simple industriel. Alors, incroyable. Attendez, parce qu'il y a une masse d'infos là. Désolé. Que vous venez de balancer. Fallait pas nous inviter. Qui est absolument considérable. Non, parce que l'électrique, tout ça, tout le monde suit à peu près. Là, on rentre dans le vrai sujet, et donc je suis ravi que vous soyez là. On rentre dans le vrai sujet d'expert, donc on va reprendre les trucs petit à petit. Éric, d'abord, là, aujourd'hui, le vendeur. Ensuite, on va aller vers ce vers quoi on va. Mais aujourd'hui, là, le vendeur. D'une certaine manière, il récupère quand même un petit peu du pouvoir ou de l'intérêt qu'il avait perdu. C'est-à-dire que, moi je me souviens, tu m'avais fait l'honneur de m'inviter dans une réunion de concessionnaires où j'avais appris qu'en gros, on rentrait une fois dans une concession. Et si on rentre dans une concession, c'est pour acheter une bagnole. Donc vous n'avez pas le droit de le rater, le gars. Bon, là, avec l'électrique, il faut plus de discussions. C'est intéressant ta question. Mieux convaincre le client. Ouais, en fait, c'est quand Google demande aujourd'hui aux acheteurs automobiles quels sont leurs manques d'informations pour être capable de faire un choix, la principale réponse, c'est la voiture électrique. On ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas où ça se recharge, on ne sait pas si c'est durable, on ne sait pas si il faudra la changer dans 3 ans, est-ce que la technologie est la bonne? Ils sont paumés, les consommateurs. Donc oui, on a cette problématique à régler dans la distribution, ou la distribution a cette problématique à régler, mais Internet sert à ça. Quelque part. Et je reviens aussi sur un gros changement dont Catherine en fait parle en filigrane dans ce qu'elle vient de dire. La digitalisation de la relation avec le client fait que quand le client arrive en concession, il est 100 fois plus sachant que le vendeur, puisqu'il a déjà construit
son opinion sur des informations qu'il a réunies, analysées, comparées les unes avec les autres. Et quand il va arriver face au vendeur, c'est pour valider ses choix. Pourquoi il vient qu'une seule fois en concession? Parce qu'il vient valider un choix qu'il a déjà fait. Et sur l'électrique, ça va être à peu près pareil. Le bouche à oreille va fonctionner. Les collègues, les amis, les voisins, ceux qui utilisent l'électrique serviront de référence à ceux qui s'intéressent à l'électrique. Ouais, c'est ça. Mais la vie des concessions, et Catherine l'a très bien dit, Eric aussi, la vie de l'automobile aujourd'hui, c'est un choc tellurique. Enfin, c'est tout qui bouge. Tout l'univers, toute la filière, toute l'industrie est en mouvement, à tous les niveaux. Et donc, dans 5 ou 10 ans, le panorama qu'on commentera peut-être ici, un peu plus âgé, sera différent. Ouais. Et on n'a pas encore parlé de la prévente. On n'a pas encore parlé de la prévente. Attends, on y va après. Restons sur cette idée. Le client particulier, il faut quand même bien se rendre compte en ce moment, les ventes aux clients particuliers, c'est pas toi qui vas me contredire, ne représentent plus que 42% des immatriculations totales. Ça n'a jamais été aussi bas. Tout le reste, c'est quoi? C'est les loueurs. Des loueurs longue durée, des sociétés, des administrations. Et puis, on a aussi un peu de loueurs courte durée, mais là, avec ça repart doucement. Avec la pandémie, en fait, ils ont reçu un choc aussi assez violent. Et puis, on avait aussi des véhicules de démonstration. Donc, la chute des volumes, là, actuellement, c'est comme le dit Catherine, c'est 42% des particuliers, 25% des vraies sociétés qui ont vraiment besoin d'une voiture, etc., hors professionnel de l'automobile. Ouais. Donc, on arrive à 2 tiers. Ouais. Et l'autre tiers, c'est ce qu'on appelle des tactiques. Des courtes durées, des véhicules de démonstration, etc. Et ce marché-là, aujourd'hui, c'est lui qui est un peu effondré, qui prend en premier à cause des puces, et c'est pour ça qu'on est plutôt à 1 650 000 qu'à 2 100 000. Reprenons, Catherine, tout ce que tu me disais il y a 5 minutes, tout ce que tu nous disais il y a 5 minutes. Donc, l'idée, c'est que, globalement, le système de concession va disparaître. Alors, on aura des points de vente. On aura des points de vente. On aura des petits showrooms, etc. Mais je reprends cette histoire d'agent, là, parce que je n'ai pas bien compris et ça m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui, en fait, l'automobile... Pourquoi est-ce qu'il en a besoin, en fait, de cet agent, Monsieur Volkswagen, par exemple? Parce qu'il veut tout maîtriser, il a besoin de l'intégralité du donc, il faut que ce soit un salarié de Volkswagen vendeur, point à la ligne. Oui, mais ça, ils ne savent pas bien faire, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les constructeurs, toutes les filiales qu'ils avaient, il y a quelques constructeurs qui avaient un double système, avec des succursales sur le territoire, et puis des chefs d'entreprise, des concessionnaires privés. Alors, à chaque fois, on a bien vu qu'à chaque fois, le constructeur perdait de l'argent. En fait, il ne savait pas gérer directement un point de vente automobile. Il dépensait trop d'argent. Il ne savait pas gérer ça correctement. Sauf que s'il met des agents, il va lui imposer des standards, certes, un petit peu moins élevés qu'aujourd'hui. Donc, il y aura peut-être plus le carrelage, le marbre, les lumières, les miroirs partout, etc. Il y en aura un petit peu moins, effectivement. Il va porter le stock, mais en fait, ce sera juste un commissionnaire, un mandataire, en fait, qui va lui transmettre toutes les données. Mais j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le smartphone sur roue de Tesla. Ouais. En fait, la grande majorité de la valeur en fait, qui va être générée par l'automobile, c'est bien les services qui vont être vendus aux clients. Et pour récupérer cette valeur, il faut bien que le constructeur ait la donnée client. Il faut bien qu'il soit en contact direct avec ce client. S'il y a un intermédiaire qui dispose de ces données, il ne l'a plus, il ne peut plus lui vendre directement et la valeur sera au niveau de la distribution automobile et pas au niveau des constructeurs. Le business de la data vient se rajouter au business de l'automobile et c'est un autre des chocs. Mais celui-là, il est pour tous les secteurs. Les amis, on marque une courte pause. On se retrouve dans un instant. L'automobile à la une. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. On repart les amis, donc encore une demi-heure autour de l'automobile. Un mot, on va revenir sur les formules d'abonnement, Catherine, mais il y a quand même un truc, parce qu'on parle de production. Donc, je dis pas de bêtises, 92 millions de véhicules produits en 2019, 77 millions en 2020, on se disait ça va remonter, et puis boum, on va être à 72 millions en 2021, en grande partie donc du fait de la crise des semi-conducteurs. Oh bah c'est la quasi-totalité de la crise actuelle, ce sont les semi-conducteurs. Donc le marché 2021, en temps normal, serait remonté vers 80 millions à peu près, avec une perspective 2023. On va se rapprocher des 100 millions assez vite, en fait. Dès que le marché se sera nettoyé de la crise Covid et du post-Covid et de la crise des semi-conducteurs, on va retendre à atteindre le volume de 100 millions. On dit un mot de ce qu'ils vivent quand même, là, parce que, donc, si je comprends bien, vous ne savez pas trop quel stock de semi-conducteurs vous allez recevoir. Non. Et au moment où vous les recevez, vous les allouez à tel modèle, à telle usine. C'est ça. Voilà. Sachant de préférence aux véhicules électriques. Parce et aux que voitures rentables.
Et aux voitures rentables. Exactement. Les voitures électriques, c'est déjà, ils sont rentables. Parce que déjà, ils doivent toujours suivre les directives de la Commission européenne suivant les normes CAFE. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'ils tendent vers ce 95 grammes d'émissions de CO2. Et donc, il vaut mieux vendre des véhicules électriques que des diesels, hein, on est bien d'accord là-dessus, ou même des essences. Et puis c'est plus rentable. C'est beaucoup plus rentable en fait, parce que le véhicule électrique coûte plus cher que le véhicule thermique. Hein. Volkswagen a annoncé clairement qu'ils allouaient les ressources de semi-conducteurs à certains types de voitures électriques et rentables, au détriment de voitures de grand volume qui perturbent leur note de CO2 et leur rentabilité. C'est très clair. Ce qui veut dire qu'on va avoir les résultats financiers les meilleurs que l'industrie automobile n'ait jamais enregistrés de son histoire. Oui, mais peut-être avec des problèmes de trésorerie. Parce que ça reste une industrie de volume. Hein. Tant que tout le monde ne sera pas Tesla avec la capacité de lever quelques montants que ce soit sur le marché, il faudra faire face aux besoins d'investissement, faire face à pas mal de choses. Et donc globalement, s'il n'y a pas de volume, il y a des soucis. Aujourd'hui, c'est une espèce de paradoxe. On va avoir des affichages effectivement de rentabilité. Malgré des marges à 10-12% qui ne sont jamais connues. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, quand Carlos Ghosn disait qu'il visait 5% de marge opérationnelle. Mais bien sûr, je m'en souviens. Mais évidemment. Là, on est au double. Mais oui. Ouais. Et vous n'avez pas posé la question de pourquoi on a cette pénurie de semi-conducteurs? Oui, enfin, c'était pas vraiment mon sujet, mais enfin, si tu veux, Eric, mais on le sait tous, quoi. Enfin, la tempête parfaite sur les semi-conducteurs, elle a été beaucoup décrite, racontée. Bof. Moi, je trouve au contraire que c'est une belle leçon d'avoir voulu gérer un peu trop bien la fermeture des usines, de couper tous les coûts et globalement de pas anticiper la reprise et de se faire souffler les marchés par d'autres industries, téléphonie, 5G, etc. Ils ont les mêmes problèmes, Eric. Ils ont les mêmes problèmes. Les pénuries, tu les as partout. Les conteneurs qui sont bloqués dans le port de San Francisco. Enfin, bon, non, moi, il y a juste un truc qui me. Non, mais il y a juste, c'est encore ce qui me fascinait, la leçon industrielle, parce que tu l'as dit, Eric, à un moment, tout ça, beaucoup de ces produits sont subventionnés. Ouais. Donc tu te retrouves là encore, donc. Décarbonation martiale. J'aime beaucoup cet adjectif, je vais le garder. Tu me l'offres, je vais le garder. Décarbonation martiale, ça marche. Révolution du côté des ventes, plus de valeur ajoutée et subvention permanente de la part des États. C'est le modèle de l'économie de notre décennie, j'ai l'impression, qui est en train de dessiner l'automobile. Tu vois ce que je veux dire? Avec une offre totalement renouvelée. Alors permanente, je ne suis pas sûr, hein, pas éternelle. Globalement, pour l'instant, les taux sont bas, le service de la dette est bas, on fait confiance aux États et autres, mais on n'est pas à l'abri. Et là, on ne va pas rentrer dans l'économie monétaire parce que c'est incompréhensible, mais le jour où parce tout que ça... là, c'est moi qui vais... mais globalement, on ne pourra pas subventionner, on ne pourra pas offrir des bonus à 6 ou 7 000 euros, jusqu'à 15 000, hein, comme on l'a dit dans certains départements, avec le territoire qui aide. Un jour ou l'autre, ça va se tarir. Donc il faudra que la pompe ait été suffisamment amorcée. Le modèle économique de la voiture électrique, aujourd'hui, pour le grand public, une voiture électrique d'accessibilité sans subvention, il n'existe pas. Non. Si tu rajoutes à la voiture l'alimentation, donc la borne à la maison, j'ai une borne chez moi, parce que j'ai une voiture électrique et une voiture hybride rechargeable, mais l'achat de ces deux équipements mobiles et de la borne, il faut pouvoir se le payer, ça n'est pas du tout destiné au grand public. Et donc, au grand public, au commun des foyers français. Eric, la maison décarbonée sans subvention, ça n'existe pas. Le sujet, j'entends ce que tu dis, hein, Eric, mais le sujet, et là encore l'industrie automobile est en avance de phase, c'est l'économie décarbonée est-elle accessible pour les consommateurs ? Pas sûr du tout. Non, pas sûr. Et donc les subventions publiques vont peut-être devoir être permanentes. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Il faudra changer les assiettes fiscales. Voilà, et mais en tout cas... Une révolution fiscale. Oui, exactement. L'industrie automobile, je trouve, en avance de phase, nous pose cette question. Petite précision pour poursuivre ce sujet-là. En fait, au 1er janvier 2021, on s'est aperçu que le parc automobile français avait augmenté. Donc on atteignait 40 millions de véhicules à peu près, en grosso modo, je vous la fais à la louche. Et en fait, ce ne sont pas des véhicules neufs qui sont venus alimenter ce parc, mais ce sont des véhicules de plus de 15 ans. Ça veut dire que pendant la pandémie, pendant la crise sanitaire, pendant qu'on était confinés, en fait, les Français ont ressorti
des vieilles voitures, des voitures de plus de 15 ans. Passionnant. Donc, et là, on rejoint aussi cette espèce d'acceptation sociale en fait, de la décarbonation. Les Français, la majorité des Français n'auront pas les moyens d'acheter un véhicule électrique. C'est ce que j'appelle l'havanisation du parc, ma chère Catherine. C'est-à-dire qu'à La Havane, quand la Cuba et les États-Unis se sont fâchés, la frontière a été fermée, ils ont gardé leurs vieilles voitures, ce qui fait que les Cubains ont une collection de voitures des années 50 absolument incroyable, extraordinaire. Et bien cette havanisation qui s'est passée à Cuba, elle va se passer chez nous, avec des voitures qu'on va garder de plus en plus longtemps. Et même les écolos disent aujourd'hui qu'il vaut mieux garder une vieille voiture parce que produire une nouvelle voiture génère plus de CO2 que ça n'en économise. Donc on va arriver à un parc qui va devenir de plus en plus vieux, avec de plus en plus de vieux diesel, vieille essence, vieille voiture essence qu'il va bien falloir alimenter en carburant. Et ça va être intéressant aussi sur le plan de la distribution. Absolument passionnant, et ça commencera, parce qu'à un moment, les décisions martiales, c'est Jean Covici qui dit quand il y aura le feu à la forêt de Fontainebleau, à un moment, voilà, on verra. Et les décisions martiales commenceront, tu as parfaitement raison, par l'automobile. Donc revenons sur l'abonnement. Alors il se trouve que c'est Clotilde Delbos qui est donc la directrice financière de Renault, qui je crois aussi a dirigé ou dirige encore la filiale mobilité. Dirige, absolument. Qui s'appelle Mobilize, voilà. Ouais, et qui dit justement, donc cette augmentation générale du prix des voitures, alors générale, mais aussi du fait du choix qui est fait par les constructeurs de réserver de réserver les semi-conducteurs aux voitures à plus forte marge, va peut-être permettre d'avancer sur de nouvelles offres. C'est ça dont tu veux parler. Exactement, ce sont les offres d'abonnement, mais qui existent déjà, en fait, qui commencent à émerger un petit peu partout. En fait, on le voit bien. Quelle différence entre l'abonnement et la location longue durée ? Alors, la location longue durée, en fait, elle se base, ce que disait Eric tout à l'heure, elle se base sur une valeur résiduelle. C'est-à-dire qu'on va estimer un loyer en fonction de la valeur que la voiture aura dans 3 ou 4 ans, en fait. Voilà, on se dit, voilà, la voiture, dans 4 ans, elle vaudra 60% de son prix du neuf. Donc, à partir de là, sur mes 4 années en fait, de location, je calque mon loyer. Voilà, je calcule. C'est assez basique. Enfin, je ne suis pas mathématicienne, mais c'est assez simple, en tout cas, pour les professionnels de le faire. Sur l'abonnement, c'est autre chose, parce que là, on va payer une somme fixe. Et notamment, un des premiers en Europe à avoir lancé l'abonnement, c'est Lynk & Co. C'est le constructeur chinois, en fait, qui a décidé de calquer pour 500. Vous dépensez 500 € par mois et vous avez une voiture. Mais on ne vous dit pas que vous avez une voiture neuve. Vous avez une voiture. Mais j'ai une voiture chez moi. Chez vous, vous la rendez, vous avez un préavis comme Netflix. C'est-à-dire que vous payez au mois le mois, et puis quand vous en avez marre, vous la rendez. Oui, c'est ça, mais je ne suis pas obligé d'aller, je ne sais pas où, chercher une voiture le jour où j'en ai besoin. Vous payez 500 € et vous l'avez. La différence fondamentale entre la location longue durée et l'abonnement, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que l'abonnement, comme tu l'as dit Catherine sur Netflix, tu veux l'arrêter, tu as 30 jours de préavis, tu rends Netflix, c'est terminé, enfin tu résilies ton abonnement, et là tu résilies ton abonnement chez Lynk & Co ou chez les autres qui commencent à se lancer dans cette démarche. Ou je change de voiture. Ou je change de voiture, ou parce que j'ai déménagé, j'ai besoin d'un autre type de voiture, donc je vais changer mon contrat. Cette flexibilité, aujourd'hui, elle n'existe pas vraiment. Elle est en train d'apparaître. Cette capacité à louer la mobilité dont on a besoin, en fait, en fonction de son lieu d'habitation et de son usage. C'est pour ça que j'apporterais peut-être, mais sous forme de question, une subtilité. En fait, c'est du leasing réversible. Ce dont on parle là. Ou flexible. Flexible. Parce que... Mesdames, messieurs, voilà le leasing réversible. Désolé. Ça nous manquait. Parce qu'en fait, le cran d'après, c'est... Et ça posera la question des ruptures de charge que tu mentionnais, c'est là en semaine, je suis essentiellement en transport en commun ou en vélo, etc. Et puis le week-end, peut-être une petite voiture. Et puis l'été, et ça c'est vieux comme le monde, hein, et l'été, quelque chose d'un peu plus costaud pour mettre la planche à voile, les enfants, les poussettes, etc. Et c'est ça que tout le monde vise. Et le premier qui arrivera à faire ça sera le roi du Parce que ça aussi, ça fait... Alors, père de famille nombreuse, n'est-ce pas 4 enfants, effectivement, le prototype du gars, moi, qui a la grosse bagnole, qui dort toute la semaine, et même parfois le week-end, dans un jardin. J'ai la même. Voilà, tu as la même. 15 ans qu'on nous promet ce que tu viens de décrire. Ça paraît pas compliqué à faire, et pourtant ça ne se fait pas. C'est très cher. Mais c'est très cher, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Pourquoi Parce que ça coûte très très cher. Il faut l'immobiliser. Tout le monde va vouloir le petit cabriolet pendant les week-ends de l'Ascension, voudra le monospace pour aller en vacances l'été, et le 4x4 pour aller à la montagne l'hiver. Tout le monde a les mêmes demandes au même moment. Et si on
te dit c'est impossible à résoudre. C'est ce qui a tué Et donc, l'idée ça de veut dire Smart, que le constructeur est obligé de gérer un stock de dingue C'est impossible. pour répondre Et à la c'est demande. pour ça que- Ingérable. Et, Alors, s'il on faut a- payer les gens pour t'apporter la voiture là où tu es, En au plus. boulot, à la maison, c'est le modèle économique qui est pas. En fait, jusqu'à présent, on avait le modèle de la location longue durée, bien connu, avec ALD, avec LeasePlan, avec Arval, etc. On avait le modèle de la location courte durée, très connu également, avec Avis, Hertz, Europcar, etc., etc. Et là, aujourd'hui, en fait, c'est engouffré depuis quelques temps, mais c'était assez anecdotique, en fait, la location moyenne durée, qui correspond justement à ce système d'abonnement, où on se dit, je prends une voiture, de préférence pas neuve, parce que ce sera beaucoup plus rentable. Je prends une voiture d'occasion, justement, qui ne roule pas assez. Et puis, je vais calculer, en fait, son taux d'utilisation. Pour que ce soit rentable, il faut que cette voiture roule, en fait, 80 ou 90% de son temps. C'est le même système économique et la même formule économique, j'allais dire, que le loueur courte durée. Il ne faut surtout pas qu'une voiture dorme sur un parc de stationnement. Et le véhicule d'occasion permet ça, en fait. Et c'est ce que fait Lynk & Co. Vous allez rendre la voiture, j'en veux plus de votre voiture, 500 €, j'arrête mon abonnement. Cette voiture-là, elle ne va pas repartir après dans un système de vente sur le marché de l'occasion. Elle va être relouée à quelqu'un d'autre. Donc en fait, elle sera tout le temps utilisée. Et Alors, là, l'équation économique devient rentable. un mot, parce qu'on avance. Pas oublier les systèmes peer-to-peer. La voiture qui dort, Oui. il y a peut-être quelqu'un pas loin qui aimerait bien l'utiliser. Oui. Ça te fera gagner un peu d'argent, Oui. lui, ça lui en ferait économiser. Ça n'a pas encore basculé. On a des startups qui se sont lancées là-dessus il y a 4-5 ans. Il y en a aucun modèle qui fonctionne à date. C'est quoi C'est Wicar qui a été racheté puis revendu par la SNCF, c'est ça Absolument. Voilà, par exemple. Oui, non, c'est. Ils n'y sont pas arrivés, la SNCF. Comment il s'appelle Drivey. Drivey, absolument, pareil. oui. Ouais. Absolument. Alors ça fonctionne Avec des en petits location boîtiers, avec des petits boîtiers qui te permettent Virtuo, d'ouvrir la voiture, etc. Virtuo avec le déblocage à distance, mais tout ça, ça fonctionne de façon, c'est intéressant, Ouais. c'est marginal par C'est rapport à marginal. l'économie Non, mais globale. complètement. Mais jusqu'au jour où il y a un truc dans le contexte économique, technologique, réglementaire qui fait que ça bascule. Justement, peut-être des décisions martiales pour décarboner massivement et des gens qui, comme on l'a dit, n'auront pas les moyens de T'obligerait à louer ta s'équiper. voiture. Voilà, on t'obligera en fait à louer ta voiture. Il y a- Alors attends, j'ai juste rajouté un truc. Il y a On va quelque pas y chose arriver, les gars. économiquement qui s'est passé. Non, mais ça Fallait pas nous laisser la va parole. dans le sens de ce que ce que t'attends, que tu visions. tu sais pas sur quoi je veux aller. Vas-y, Eric. Tu as vu que Europcar avait été racheté par Volkswagen. Ouais. C'est pas totalement anodin. Qu'un loueur courte durée soit racheté par un constructeur, et en l'occurrence celui-là, c'est totalement. Enfin, c'est la lecture qu'on doit en avoir, c'est que cette capacité à faire de la mobilité de courte période rentre totalement dans la stratégie des constructeurs. C'est super intéressant. Voilà. Et c'est Renault qui, notamment, a pris des parts dans BP. Ouais. C'est exactement pour ça. Alors, donc, Lynk & Co, vous avez parlé de Lynk & Co, c'est ça, hein, donc chinois. Donc, et la Chine, alors, alors pareil, ça fait 15 ans qu'on me dit « Ça y est, la voiture chinoise débarque !» Ah, c'est pas la Chine, c'est la voiture chinoise en Europe. La voiture chinoise débarque. J'ai l'impression de réécouter Calvet qui voulait avec les Japonais. Tu te souviens Calvet. C'était le péril japonais. Et il avait raison. Hein Ils sont arrivés, les Japonais. Oui, mais justement, j'attends les Chinois. Ils sont pas là. Faut être patient, ou pas. Mais globalement, si, il y a des voitures produites en Chine qui arrivent. Voiture électrique de Renault, ça s'appelle Spring. C'est une boutade, mais bon. Ça avait été Il y a MG. une saine colère d'Éric Saint-Frison oui, mais il a sur raison. cette. Sur le coup, il a raison. Et tu as vu, non, juste petite parenthèse, c'est intéressant parce qu'elle va peut-être rentrer dans le débat présidentiel, cette Dacia pas vu fabriquée ça. en Chine. Il se trouve que la question est posée parfois par des journalistes. Est-ce qu'il faut obliger Renault à rapatrier sa Dacia électrique fabriquée en Ce serait Chine pas choquant. Non, Voilà. Donc, les subventions françaises question intéressante. aillent à l'industrie française. Voilà. Et alors, plus sérieusement, MG, Airways, CRS, merci, qui sont Lynk & Co. qui pour Lynk & Co. Attends, donc pour l'instant, c'est des Volvo. reprends. MG MG, c'est une marque qui a repris l'ancienne marque. Et, qui roule en Europe aujourd'hui et qui est qui est chinoise. vendue Qui aujourd'hui est en Europe. distribué dans des concessions françaises. Absolument. Airways, qui est une autre marque qui avait dans un premier temps décidé de ne pas avoir de réseau de concession et de s'appuyer sur des centres auto, Feu Vert en l'occurrence, Noroto ATO en Allemagne, qui finalement développe son propre réseau, souhaite le développer. Alors les volumes, je te vois venir, sont pour l'instant anecdotiques. Eh ben oui, mais voilà. les têtes de pont en Norvège sont bien là. Ils testent en Norvège. Ouais, mais en Norvège. Ouais, mais alors, Ils sont 5 millions en ils ont Norvège. beaucoup appris. Les véhicules commencent à bien se regarder. C'est un joli véhicule. S'il coûte moins cher, qu'il offre la même qualité et que tout le monde n'a pas la fibre patriotique que vous semblez avoir et que j'ai au niveau économique,
Eh ben, ça peut finir par marcher. Non, mais ils sont arrivés cette année, en fait. Hein. Ça fait même Donc pas là, un il se an, passe quelque chose. Mais non, parce qu'avant, comment il s'est passé s'appelait quelque chose. celui qui a racheté Volvo, Geely, c'est ça Geely, qui a racheté Volvo. Il y a SAIC. Moi, je me souviens de Laurent Burel, toujours le même, qui me parlait de la puissance. Donc, c'est le constructeur de Shanghai, SAIC. Ils n'ont jamais débarqué, en fait. Alors, ils sont très centrés sur leur marché à eux. Alors, pour le coup, en Chine aujourd'hui, les constructeurs chinois sont en train de prendre une position extraordinairement forte. Hein. Et on ne les voit pas chez nous. Les NIO, Byton, et j'en oublie, il y en a 20 des constructeurs de voitures électriques en Chine. 20. Ouais, c'est ça. Et eux, c'est vrai qu'ils ont 1 milliard de consommateurs. Ils ont 1,3 milliard. Un marché de 30 millions de voitures. Ils sont en train d'essayer de satisfaire leur marché interne avant de partir à l'externe. Et comme on a la gentillesse, avec nos subventions européennes, de financer intégralement le développement de la recherche chinoise sur les voitures à batterie, parce que c'est eux qui les fabriquent quand même, faut pas l'oublier, ils vont utiliser nos subventions, développer la technologie qu'ils vont nous revendre après. Donc le cercle est extraordinairement vicieux, extraordinairement vicié, puisque au final, l'ensemble des mesures qui sont prises chez nous servent une industrie, et c'est l'industrie chinoise. Aujourd'hui, mais l'Airbus des batteries alors 80. Alors, on a l'Airbus des batteries. Il y a eu une réaction. On a Stellantis Daimler. 450 gigawatts de capacité électrique de batteries sont produites chaque année sur la Terre. 20 gigawatts sont produites ailleurs qu'en Chine et en Corée. Oui, mais ça commence. 20 sur 450. Ouais, c'est énorme. C'est colossal. Avant qu'on les rattrape, c'est juste impossible. Et en Europe, il y a Stellantis qui a des projets. Avec Daimler. Avec Daimler, il y a 2-3 projets, mais on parle de quelques gigawatts. Il y a Tesla aussi quand même. Oui, mais Tesla en Chine a une capacité de production de batteries qui est bien plus supérieure que ce qu'ils vont faire à Berlin. Donc, au final, il faut savoir que tout ce qui est fait aujourd'hui pour promouvoir l'électrique fait la promotion de la technologie, de l'ingénierie chinoise. Tu nous redonnes ton 450 gigawatts de production de génération électrique par des batteries aujourd'hui. Une vingtaine ailleurs qu'en Chine et en Corée. Et c'est le même ordre de grandeur sur les capacités de recyclage. Les capacités de recyclage installées en Chine sont 10 fois, 20 fois, 30 fois supérieures à celles qu'on a en Europe. Et je ne précise pas que le cobalt, le manganèse, l'ensemble des minéraux qui sont nécessaires à la production des batteries sont principalement détenus par des entreprises chinoises. Juste pour appuyer, là où l'Union européenne se tire encore une fois une balle dans les deux genoux, j'allais dire tant qu'à faire, autant y aller carrément. En fait, ils sont en train de travailler sur un mécanisme d'ajustement de carbone en fait aux frontières. Et donc ils vont taxer tous les produits et les matières premières, les pièces en fait et les produits semi-finis qui vont entrer sur le territoire de l'Union européenne, mais pas les produits finis. Donc ce qui pousse à la délocalisation. Enfin, on va voir. La messe n'est pas dite là-dessus parce que les Allemands ont un vrai problème avec ce sujet quand même. Donc, ils pèsent un petit peu dans le cours des décisions européennes. N'oublions pas que c'est le premier exportateur du monde. Enfin, il a envie de le rester. Donc, il est sûr qu'une taxe carbone aux frontières de l'Europe amènera des mesures de rétorsion. Bon, bref, mais effectivement, tout ça est passionnant. Ces retards sont angoissants et inquiétants, mais c'est aussi une chance de réindustrialiser. Là, globalement, on sait où il faut aller si on veut correctement réindustrialiser. Le plan, on l'a. C'est le plan 2030. Tu veux dire les taxes aux frontières ? Ça, c'est une autre question. Ah oui, parce que là, tu ouvrirais un débat passionnant d'ailleurs, mais le protectionnisme protège-t-il ? Moi, je ne le crois pas. Mais non, je parlais de la capacité de production des batteries géolocalisées chez nous, avec des bons mix énergétiques, par ailleurs, on n'en a pas parlé, et puis celle du recyclage. Un mot là-dessus, puisque de relocalisation, c'est-à-dire donc Macron qui dit « je veux 2 millions de véhicules fabriqués en France ». C'est ça, aujourd'hui il y en a 2 millions de véhicules électrifiés. Électrifiés, fabriqués en France. Moi je veux être riche. Aujourd'hui il y en a quoi, un 6, un 7, c'est ça à peu près Un peu moins même. Cette année un peu moins, mais sinon on est à 1,1. Renault a l'air très volontaire pour y arriver, Stellantis beaucoup moins, enfin PSA beaucoup moins. Comment est-ce que vous voyez le truc ? Il y a une occasion à saisir de relocalisation industrielle, là ? Quand on annonce un plan, quand on est président de la République et qu'on annonce un plan, il faut un minimum d'ambition. Donc ça, c'est un petit peu normal. Ça paraît beaucoup. Pour le coup, c'est effectivement très ambitieux. Ça veut dire qu'il faudra en exporter, parce qu'on aura plus de 2 millions de véhicules vendus en France. Il faudra en exporter en Europe. Moi, je trouve que c'est le bon niveau d'ambition.
Et il faut former 500 000 personnes qui savent aujourd'hui fabriquer des moteurs thermiques, des fondeurs, des emboutisseurs, des mécaniciens, qu'il va falloir former à d'autres savoirs. 500 000, tu pousses le bouchon un peu loin, là. Il n'y a pas 500 000 gars dans les fonderies. Tu as raison, en Europe. En Europe, en Europe. Mais ça veut dire qu'il va falloir quand même reformer des dizaines de milliers de gens. Une dizaine de milliers. Non. 10-15 000. Non. La PFA, en fait, la plateforme de l'automobile, estime que le passage du thermique à l'électrique va coûter entre 50 000 et 100 000 emplois. En France. D'accord. Et on n'a pas parlé de l'après-vente, toujours pas. Et globalement, le mécano qui est sur un diesel depuis 30 ans, on ne le fait pas devenir ingénieur soft pour le BMS, le contrôle de la batterie. Ouais. Donc là aussi, il y aura un souci. Ou de la voiture autonome. Et de toute façon, il y a beaucoup moins d'heures d'entretien sur un modèle électrique que sur un modèle thermique. De toute façon. En fait, à part les plaquettes et les pneus, voilà, c'est ça. Et les balais d'essuie-glace, on ne va pas changer grand-chose dessus. Hein. Voilà, c'est ça. Donc ça va bouleverser aussi toute la partie aval. Ça va être lourd. Ouais. Et là, c'est pareil. La perte d'emploi, en fait, au niveau de la partie aval, elle est estimée à 50 000 emplois aussi. Bien. Et les banques, alors dernier truc, là. La Société Générale, donc, qui devient leader européen, enfin, qui veut devenir leader européen de la mobilité. Ça m'a passionné cette histoire. On est en ce moment sur des mouvements massifs d'hybridation. Vous avez dans le même genre, même si ça n'a rien à voir, mais Maersk, donc le premier armateur du monde, et CMA-CGM qui se mettent à racheter des compagnies de fret aérien. C'est quand même très spectaculaire. Mais alors, la banque et la mobilité, ça va encore plus loin en termes d'hybridation. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Parce que BNP possède Arval, Société Générale possède ALD. Donc, ils sont des loueurs longue durée, ceux-là, c'est ça. Mais c'est un métier de financier, en fait. CGI Finance appartient à la Société Générale aussi. Là, c'est de la LOA ou du financement automobile. CTLM pour BNP. Crédit Agricole possède Viaxel Sofinco. Donc, toutes les banques ont toujours eu des filiales spécialisées dans le financement automobile, à particulier ou à professionnel. Ça, c'est une constante depuis la nuit des temps. Ce qui est nouveau, et c'est ce que tu décris, c'est que la consommation locative de la voiture, comme Eric le disait tout à l'heure, est en train d'augmenter. De la voiture neuve, où on est à la moitié des consommateurs particuliers qui consomment leur voiture en leasing, mais de la voiture d'occasion aussi, ce qui est nouveau. Il y a 5 ans, il n'y en avait quasiment pas. Aujourd'hui, on est à peu près à 15% des ventes de voitures d'occasion qui sont financées en LOA. Et c'est un des territoires de plus forte croissance dans le financement en France. Et puis l'abonnement dont parlait Catherine tout à l'heure, la consommation moyenne durée ou cette consommation alternative de la mobilité, elle va nécessiter une nouvelle forme de financement. Et pour revenir à la Société Générale, parce que je les connais un tout petit peu, comme tu le sais, si tu regardes l'offre aujourd'hui avec ALD, loueur longue durée à professionnel, CGI Finance, loueur et financeur de voitures à particuliers, que tu te souviens que Société Générale a racheté Résocar, une plateforme digitale de vente de voitures d'occasion en France, que tu mets tout ça en perspective et que tu t'intéresses au fait que dans un ménage français, le deuxième poste de dépense, c'est l'automobile, alors si tu es banquier, cela peut valoir la peine de regarder comment tu peux fabriquer de la nouvelle valeur avec l'univers auto abordé d'une nouvelle façon. Donc c'est plein de sens, et le rachat, ou en tout cas l'annonce d'un éventuel rachat de LeasePlan par la Société Générale fait partie des grandes manœuvres normales. Pour bien montrer l'importance du truc, si effectivement donc il y a le rachat, c'est un néerlandais, c'est ça LeasePlan, qui est numéro 1 aujourd'hui européen de la location longue durée. C'est entre Arval et ALD, c'est un gros lourd. Voilà. J'ai regardé vite fait, donc si ça se fait, un tiers de la valorisation de la Société Générale, ce sera l'automobile. Et de la même façon, enfin, c'est un peu moi ce qui était le fil rouge, c'est l'automobile en avance de phase sur l'ensemble des secteurs. L'hybridation va concerner l'ensemble des business, l'ensemble des secteurs. Il faut vraiment que les chefs d'entreprise regardent autour d'eux à 360, comme tu viens de le faire là, pour voir s'il n'y a pas des extensions qui, en fait, il s'agit d'accompagner le client encore un peu plus. C'est ça l'histoire, puisque tu disais deuxième poste de dépense, le premier c'est le logement, la banque finance mon logement, souvent, si je suis propriétaire, et donc derrière, elle va continuer à m'accompagner sur l'automobile. En fait, vous prenez un leasing pour tout. C'est ça. Oui, l'économie de l'automobile, et si vous changez d'appartement, si vous faites une véranda, que sais-je encore, vous modulez votre leasing.
Et je reviens quand même sur l'abonnement, en tout cas cette location moyenne durée, parce que cette nouvelle façon de consommer sa mobilité, qui n'est pas encore là de façon industrielle, le jour où elle arrive, comme le dit Eric, seules les banques sont capables de le financer. Parce qu'il faut porter, c'est pas les constructeurs qui ont une problématique qu'on n'a pas décrite tout à l'heure, quand tu parlais des stocks portés par les constructeurs. Ils ont des banques, les constructeurs, les captives, elles sont très efficaces. Moi, à une époque, je travaillais pour un constructeur américain. Quand la note du constructeur a été dégradée par les grandes agences de notation mondiales, le coût d'emprunt de l'argent du constructeur s'est détérioré sensiblement. Et donc, ses capacités à financer ses propres voitures s'est détérioré dans la foulée. Donc, on est dans une équation qui n'est pas forcément gagnant-gagnant. D'accord. Donc, les constructeurs peuvent avoir intérêt à avoir des partenaires extérieurs capables de suppléer et donc, ils abandonneraient leurs captives. Ça s'appelle les captives, hein, c'est les banques des constructeurs. Non, parce qu'en fait, une captive aujourd'hui, si tu la consommes pour financer ta consommation, c'est bien. Mais si tu consommes les capitaux qui sont dedans pour financer les stocks, tu as un problème. Tu n'as plus assez d'argent pour tout faire. D'accord. J'étais en train d'imaginer une fusion entre une banque et un constructeur. Bah... non, sérieusement. Non, mais évidemment. Ouais. Évidemment. Peut-être. Ça a du sens. Un jour. Il nous reste 3 minutes. Juste un mot quand même, parce que vous êtes des amoureux de l'automobile. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé modèle, on n'a pas parlé carrosserie, on n'a pas parlé face avant, enfin j'en sais rien. Il y a des choses à attendre là-dessus où on va vers... Parce qu'à un moment, on allait vers une sorte de banalisation de l'objet. Et puis j'ai l'impression que le design s'est réveillé. Je peux juste te dire. Hier, j'ai découvert la Genesis Hyundai. Genesis, c'est la marque haut de gamme de Hyundai, qui était censée être vendue qu'aux États-Unis, qui est en train de s'installer en Suisse. Allez voir ce que c'est qu'une belle voiture. Aujourd'hui, on est encore capable de fabriquer des belles voitures, y compris avec des moteurs thermiques. À destination du monde entier. Donc oui, la belle voiture. Et elle passe la toise Commission européenne des 95 grammes au kilomètre ? Pas du tout. Je pense qu'ils s'en foutent totalement. Non, mais... Ah oui, mais ça, c'est pas, tu peux pas donner ça en exemple, c'est pas possible, enfin. Un exemple ? Genesis. Genesis, ok, c'est un thermique ? Oui, c'est un thermique. Ah, d'accord. Oui. Oui, parce que, pardon, il y a quelques temps, une voiture électrique, elle n'avait pas le droit d'être belle. Je ne sais pas pourquoi ils avaient abandonné le design sous prétexte électrique. On commence à avoir des belles voitures. Moi, je travaillais pour Kia EV6. C'est ce que j'allais dire. Je manque peut-être un peu d'objectivité, mais franchement, quand je l'ai vu arriver... PSA nous a fait un truc, la première électrique de PSA, mais c'était pas possible. Enfin, c'est exactement ce que tu disais. Enfin, les gars, on doit monter dedans quand même, soyez sérieux. Voilà. Une Nissan Note, tu n'as pas envie de la garder longtemps. Enfin, je veux pas qu'on le voit avec. Non, mais non, il y a de très belles voitures. Pas qu'on le voit avec. Ça revient. Et Kia, en reprenant cet exemple-là, Eric, je suis totalement d'accord. On voit la révolution du design qui s'est opérée chez Kia notamment, avec cette nouvelle voiture en fait, qui est impressionnante. Quoi. Ouais, superbe. C'est plus du tout. Enfin, j'ai plus l'impression de voir une Kia. Quoi. C'est vraiment autre chose. Il y a vraiment une nouvelle dynamique qui se crée. Il y a un observatoire bien connu d'une autre banque, observatoire de l'automobile, c'était là. Vas-y, tu peux le citer. On est bien. Voilà, donc je dois tenir secret puisque la conférence de presse aura lieu dans quelques semaines, mais on parlera de ça. Et puis c'est Flavien Nevy, on le connaît très bien. Invitez Flavien au mois de décembre. Au mois de décembre. Rendez-vous est pris, on pourra. J'aurais juste rajouté un truc, c'est une Ferrari par exemple. Ferrari n'a pas de plan d'électrification de ses moteurs. Ferrari fait partie de ces marques historiques, mythiques, V12, V8, qui n'a pas de plan d'électrification annoncé massif. Il y a quelques petits modèles, mais les moteurs thermiques vont rester. On va se faire rattraper par la patrouille. On verra. Non, mais Eric, j'ai vu sortir d'un garage dans la banlieue ouest, parce que forcément, une Porsche électrique. Oui. Mais tu peux pas savoir l'effet. C'est-à-dire, tu as quand même Porsche, quoi. C'est-à-dire, tu as la masse, et ce truc se propulse sans faire un bruit. Et là, tu te dis, tu es sans doute dans... Ouais. Waouh. Ouais, mais franchement, c'est un effet buzz. On ne mettra pas la casse les vieilles dames. Il a raison, Eric. Il y aura toujours... Ce sera ultra marginal. Hein. Les carburants de synthèse, tu les as cités à un moment, je crois. C'est lui qui les a cités, biocarburant. Non, carburant de synthèse. Carburant de synthèse. Voilà. Et on pourra faire rouler nos belles vieilles voitures. Catherine, ce sera le mot de la fin. Oui, n'oublions pas juste que c'est uniquement dans l'Union européenne que les véhicules thermiques seront interdits. Le reste du monde pourra continuer à rouler en thermique. Oui, mais... Ouais. Et toi, tu dis... 17% du marché mondial qui interdit quelque chose. Donc les 83% restants... Donc baissons les bras, surtout ne faisons rien, arrêtons tous les efforts. Continuons, Stéphane, continuons en gardant présent à l'esprit qu'on est dans quelque chose de composite pour l'avenir, on n'est pas quelque chose de monolithique. C'était passionnant, les amis. Si vous voulez bien, on se revoit dans 6 mois, par exemple, pour faire le point sur, tout ça. Et puis nous, on se retrouve demain sur Bismart.
Votre programme vous a été présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.